Bienvenue, Madame, Messieurs. En 2023, les Congolaises et les Congolais vont refaire pour la 4e fois consécutive l'expérience des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est ce que l'on a toujours souhaité. Peut-être qu'il est plus que temps de pouvoir refaire les choses maintenant pour qu'on soit prêt au rendez-vous et y répondre comme il se doit. Mais comment on s'y prépare avec tous les remous qu'il y a par rapport à ces réformes? Vous le savez, donc raison pourquoi nous consacrons ce dossier de la rédaction sur ces questions de fond des réformes électorales. Et pour en parler, une personne ressource, le secrétaire exécutif national de la Ligue des électeurs, cette ligue qui est membre de la CIMOCEL, ce sont des témoins oculaires des dernières élections en République démocratique du Congo. Donc, vraiment des personnes ressources. Bienvenue à vous, Maître Patrick Tambwe-Ngoï. Merci beaucoup. Vous faites aussi partie du consortium. Un consortium est mis sur pied pour justement organiser les réformes électorales. Qu'est-ce que c'est que ce consortium et qui font partie de cette structure? Oui, comme vous venez de le dire, la Ligue des électeurs fait partie de la CIMOCEL, qui est une plateforme qui travaille sur les questions électorales, qui a observé les élections, comme vous avez dit, témoin oculaire, on a observé les élections de 2018, mais même avant aussi. Et comme nous n'étions pas les seuls à avoir observé, à s'être intéressés aux questions électorales, il y avait d'autres. Il y avait la CEJP-5O qui a observé aussi, qui était la première mission électorale. Il y avait aussi l'AETA, agir pour des élections transparentes et apaisées. Il y a aussi la CEJP de la Commission Justice et Paix de l'ECC. Et ces 4 regroupements ou sous-plateformes constituent la grande plateforme qui est le consortium. Parce que chacun dans son coin avait des choses à dire en termes de réforme, en termes de changements à opérer dans le cadre juridique des élections pour davantage offrir aux Congolais des élections, un processus électoral crédible, transparent et qui réponde aux standards internationaux. C'est pour cela que chacune de ces plateformes ont voulu se réunir pour créer ce que l'on appelle un consortium en vue de porter ensemble la vision des réformes auprès de différentes parties prenantes qui interviennent dans le processus électoral. Mais voulez-vous nous rappeler votre constat commun de dernières élections qui vous pousse justement à motiver cette affaire des réformes électorales? Le constat commun repose sur un des très grands points, c'est la confiance des parties prenantes. La confiance de parties prenantes sur le processus électoral, notamment lorsque, en dernière minute, le bureau Onanga a mis sur la table l'usage de la machine à voter qui a été quelque peu imposé. Cela est venu briser la confiance des parties prenantes au processus électoral. Et donc l'usage de cette machine, lorsque nous sommes arrivés aux élections du 30 décembre 2018, a fait que nous avons eu des résultats qui ont été contestés et nous avons traversé une période assez difficile qui pouvait nous emmener dans un chaos. Gloire à Dieu, le chaos a été évité. Mais aujourd'hui, vous voyez que certaines personnes considèrent que la majorité qui est au Parlement serait une majorité factice, que ceci, en suivant le contentieux électoral, il y a eu un problème d'administration de la preuve. Alors toutes ces questions ne mettent pas à l'aise les experts en matière électorale et les différentes parties prenantes. Nous avions estimé que c'était le moment de les résoudre. Il ne fallait pas attendre la veille de 2023 pour apporter des solutions, et ce seraient encore des solutions soupçonnées d'intention de fraude. Alors nous avions pensé que c'était le moment de lancer l'idée des réformes et de réfléchir sur les réformes. Donc c'est pour cela que le consortium avait été créé et que nous, Ligue des électeurs, nous n'avons pas trouvé d'inconvénient à travailler avec les autres autour d'un cadre qui offre les opportunités d'exprimer nos points de vue. Et visiblement, rien n'a arrêté votre élan, même pas Covid-19, parce que vous avez entamé une campagne de charme, disons-le comme ça, auprès des différentes parties prenantes, parce que il n'y a pas que vous, même les non-observateurs d'antan, eux aussi, avaient formulé quelques recommandations, qu'on se les rappelle quand même. Et donc, vous aviez contacté les parties prenantes pour que vous puissiez constituer un bloc commun pour pouvoir traiter des questions des réformes électorales. Finalement, on a une date, ça sera en juillet.
et nous y sommes déjà? Oui, bien sûr. En ce moment-là, le consortium avait planifié, malgré la Covid, ou le Covid, je pense que Oui, là. la Covid, nous ne nous sommes pas arrêtés de travailler pour profiter, parce que même l'Assemblée nationale, qui est le cadre approprié où ces questions devront être traitées et adoptées, à trouver des mécanismes pour pouvoir travailler. Il y avait des vidéoconférences et autres. Donc nous aussi, à notre niveau, on a pensé qu'il était important de se mettre à la tâche en vue de la matérialisation de cette vision commune, d'arriver à des réformes. Et voilà, c'est juillet, mais vous n'êtes pas moins informé du contexte, et on doit s'adapter au contexte et voir de quelle manière évoluer. Mais bon, chacun, en tant que Ligue des électeurs, ou peut-être la Synco, ou les CC, chacune des structures ou des regroupements qui constituent le consortium a eu à s'exprimer sur la question. Nous, Ligue des électeurs, nous avons fait une déclaration où nous avions marqué notre fermeté à vouloir les réformes comme préalable à tout autre processus, notamment celui de désignation des membres du bureau de la CENI. Alors, quelles sont les problématiques majeures qui devraient être abordées lors du Forum national sur les élections? Je vais les dire sans ignorer notamment le contexte de la désignation qui est, Oui, entre guillemets, intervenu hier, sur lequel on va revenir. Nous pensions notamment que on ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf, comme on le dit, et que le processus de désignation de membres du bureau est le socle. La crédibilité part de cela. C'est de cette crédibilité qu'on peut espérer que le reste est transparent. C'est de là que devrait naître la confiance de toutes les parties prenantes pour croire au processus électoral. Parce que c'est l'organe de gestion des élections, la CENI, qui est au centre de tous les intérêts d'un processus électoral. Le bureau qui anime cet organe doit garantir la confiance de toutes les parties prenantes. C'est pour cela que nous nous étions dit que le processus des désignations devait être clarifié. Aujourd'hui, la loi n'est pas assez claire. La loi dit, par exemple, que les membres du bureau ont 6 ans de mandat. Mais à quel moment on les remplace après qu'ils aient fait leur mandat? Est-ce une année après qu'ils aient accompli le mandat? Nous sommes dans ce cas. Le bureau Nanga est fin mandat depuis l'année passée au mois de juin. Nous sommes arrivés au mois de juin. Voilà, le bureau Nanga était encore là en train d'expédier les choses. Est-ce que c'est une chose normale? Pourquoi ne pas traiter cela pour que nous ne revenions pas à ce même cas d'espèce? Donc pour dire par exemple que 6 mois ou 3 mois avant la fin de ce mandat, les appels à candidature sont lancés. Par qui? Parce qu'aujourd'hui tout le monde a critiqué l'acte de Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Mabunda, qui a demandé aux confessions religieuses de réfléchir sur les candidatures et de présenter une candidature. Elle l'a fait sur base de qu'est-ce qui lui donne des telles prérogatives? Et une fois que ces confessions... le vide juridique, justement. Justement, c'est ce vide juridique, si on peut l'appeler ainsi, que nous voulons combler par des réformes. Nous devons tous nous mettre sur une table, dire voilà, ici ça ne devrait pas marcher comme cela. Voici ceux qui ont des bonnes idées, mettez-les sur la table. Nous allons, on va dire, réglementer la chose de sorte que ce soit opposable à tous. Parce que c'est ça, au fait. Si une loi est opposable à tous, vous mettez des pratiques qui ne reposent sur aucun soubassement légal et vous les imposez, vous brisez complètement la confiance. Les élections ne sont pas faites que pour les membres de bureau, de l'Assemblée nationale ou les députés. C'est vous et moi qui allons voter. Si nous pensons que, dès le départ, le jeu n'est pas bon, c'est une crise de confiance qui naît. Et sans la confiance, c'est un élément très déterminant pour la réussite d'un processus électoral. Si on brise la confiance dès le départ, la suite ne peut être viable, je voudrais dire. On peut aussi se poser la question de comprendre pourquoi, pour un bureau constitué de 13 membres, dont 6 de la majorité et 4 de l'opposition, société civile 3 seulement, alors que vous vous battez tellement, on peut alors se demander pourquoi seule la place de la présidence énerve tout le monde. Vous savez, en tant que journaliste, vous êtes certainement au courant de cela. Dans
des États de vieille démocratie ou ailleurs, il n'y a pas une commission à part entière qui ne dépende pas de l'État qui organise les élections. C'est généralement le ministère de l'Intérieur qui organise les élections et tout ça. Le contexte du Congo est que nous avons connu des guerres et il y avait des protagonistes. Pour arriver à se mettre d'accord et à faire des élections, le seul mécanisme qui allait départager les partis par rapport à la gestion de la chose publique, on a voulu qu'il y ait une commission électorale indépendante. Alors, une commission électorale indépendante doit remplir toutes les caractéristiques d'indépendance, honnêteté, probité, intégrité, tout ce que vous voulez, pour garantir toutes les parties prenantes qu'elles sont au même pied d'égalité. Le souci ou le souhait de la société civile a toujours été qu'une telle commission électorale nationale indépendante soit totalement citoyenne, parce que c'est une institution d'appui à la démocratie. Mais ceux qui ont présidé à la prise de ces lois-là ont voulu que, pour garantir les uns et les autres, que chacune des composantes, opposition politique, majorité politique, société civile, soit valablement représentée au sein du bureau. Nous avons aujourd'hui un format de bureau de 13 membres. Mais vous comprenez que sur les 13 membres, il n'y a que 3 qui sont de la société civile et les 10 autres sont des membres politiques. C'est vrai, ils sont quelque peu engloutis. Mais pour donner une dose de force, les attributions les plus fortes sont celles du président du bureau. On a voulu que le président du bureau soit issu de la société civile. Mais la loi n'a pas non plus dit de quelle société civile devrait provenir le président du bureau. On se rend compte de plus en plus que c'est précisément des confessions religieuses. Oui, il s'est instauré une sorte de pratique qui veut que ce soit le candidat porté par les confessions religieuses qui soit d'office entériné par le bureau de l'Assemblée nationale comme président du bureau. Ça devrait être motif de crédibilité. J'aurais bien voulu que ce soit un motif de crédibilité si, comme vous venez de le dire à l'intro de cette émission, nous irons en 2023 à des 4e élections. Nous avons eu 2006, nous avons eu 2011 et 2018. La même pratique a été appliquée, c'est-à-dire celle d'avoir à la tête du bureau de la CENI un candidat qui provienne des confessions religieuses. Mais j'aimerais bien, même si on a inversé un peu les rôles, vous demander si vous avez été satisfaite des précédentes élections parce qu'on a eu un président de bureau de la CENI provenant des confessions religieuses. Donc il y aura des choses à dire. On a connu le bureau Malu Malu, on a connu le bureau Ngoï Mulunda et c'est bien maintenant là Nanga qui est fortement critiqué. Donc je ne vois pas sur quoi devrait reposer un tel crédit pour donner un crédit, une confiance déjà préalable par le simple fait que cette personne soit le candidat porté par les confessions religieuses. Maître, qu'y a-t-il à faire au moment où nous en sommes, alors que le bureau de l'Assemblée nationale a déjà entériné le président, le candidat porté par la confession, les confessions religieuses, entre guillemets? Oui, je ne peux pas prétendre que je dispose des solutions à mettre directement sur la table pour... Premièrement, c'est une erreur, ce n'est pas très responsable la manière dont a procédé le bureau de l'Assemblée nationale, même après avoir reçu plusieurs structures de la société civile qui lui ont fait savoir, qui lui ont démontré le bien fondé de placer la question des réformes préalablement à celle de la désignation des membres du bureau. Comment voulez-vous que nous, en tant que partie prenante, en tant que société civile, nous soyons à l'aise? Que le bureau sortant de la CENI qui a déposé un rapport, ce rapport n'a pas été examiné, nous ne savons pas même, son contenu est ignoré du grand public. Ce bureau-là n'a pas été audité, il a reçu beaucoup de fonds. Nous avons vu, il y a quelques années de cela, dans les réseaux sociaux, des relevés bancaires être publiés par Lumumba, où des millions étaient dilapidés, on ne savait pas justifier ces décaissements. Nous avons vu des machines à voter prétendument brûlées, nous n'avons jamais su combien étaient dans cet entrepôt, qui les avait réceptionnées et quand est-ce qu'elles ont été brûlées. Mais on vient d'entériner par le bureau le secrétaire exécutif national, qui a accompagné ce bureau dans sa tâche.
Si vous lisez dans la loi sur les attributions d'un secrétaire exécutif national, vous vous rendrez compte qu'il a des attributions énormes. C'est la il a plaque été tournante. porté par les confessions religieuses. Comment voulez-vous qu'on puisse le départir de la responsabilité que porte ce bureau sur tout ce qui peut lui être reproché? C'est quand même difficile. Il aurait été bien que, au minimum, la CENI ait été auditée, que le rapport soit lu, que nous sachions qu'est-ce que nous pensons de ce rapport. Et s'il n'y a aucune responsabilité, il n'y a rien à reprocher à ce bureau dont le bilan est partagé par le candidat qui a été porté par, entre guillemets, les confessions religieuses, Ronsard Malonda, on serait un peu plus à l'aise. Mais aujourd'hui, par rapport au profil d'un candidat membre du bureau, on parle d'honnêteté, on parle d'intégrité, on parle d'indépendance, toutes ces choses, nous sommes en difficulté de croire qu'elles peuvent être réunies dans cette personne qui partage un même bilan que les autres. Nous n'avons rien contre cette personne, ses compétences, elle est valable. Je souligne en passant que Ronsard Malonda a été formé par la Ligue des électeurs. Ses premiers contacts avec la matière électorale, à l'époque il était au MIEC, Mouvement international des étudiants catholiques, il a été formé par la Ligue des électeurs. Donc, et puis voilà que dans son cheminement, il arrive jusqu'à atteindre la fonction de secrétaire exécutif national. Donc ça veut dire que sur le plan de ses compétences, il serait irréprochable. Mais les compétences à elles seules ne suffisent pas. Alors c'est toutes ces autres choses que nous disons, pour mettre toutes les parties prenantes à l'aise, il aurait été mieux que le bureau puisse surseoir à cela, prioriser les réformes, revoir les règles de jeu, clarifier le processus de désignation et tout le monde serait à l'aise. Personne ne viendrait à dire que voilà, il y a eu politisation, il y a eu ceci, parce que ce seraient des règles applicables à tous de manière impersonnelle, parce que c'est la loi qui les aura précisées. Vous parlez de la loi, la Ligue des électeurs, et dans cette aventure des élections, depuis le départ, depuis déjà l'époque des CENI, vous avez contribué, travaillé sur les textes justement. Aujourd'hui, quels sont les passages qui vous fâchent, qu'on devrait forcément éclaircir pour que le lendemain soit nettement mieux transparent? Oui, je crois que je me suis largement étendu sur la question du processus de désignation. Il faudrait que la loi dise, par exemple, quel est le cadre qui peut appeler à des candidatures, traiter les candidatures, qui peuvent être membres de ce comité qui traite de ces candidatures. Et c'est déjà très important. À quel moment les candidatures doivent être appelées? Ça, c'est une des questions. L'une des autres questions qui a vraiment fait couler de l'encre et de la salive, c'est l'usage de la machine à voter. Oui. Dans la loi électorale, on dit que le vote peut se faire soit par voie manuelle ou par voie électronique. Le bureau dont M. Ronsard Malonda partage la responsabilité a prêché en disant qu'il ne s'agissait pas, aux élections de 2018, je pense que vous avez voté aussi, des élections par voie électronique, mais que c'était des élections par voie manuelle. Et que, donc, c'était une machine à imprimer. Or, la loi elle-même dit que lorsqu'il s'agit d'un vote par voie manuelle, on imprime. Il y a eu 3 scrutins ce jour-là, le 30 décembre 2018. Il y a il devrait y avoir donc 3 bulletins. Un bulletin unique par scrutin et par circonscription. Donc nous devrions avoir ce jour-là 3 bulletins. Un bulletin pour les présidentielles que nous aurions introduit et obtenu le résultat, un autre bulletin. Mais nous avons eu un seul bulletin. Que certains appelaient un gros cahier en fin de compte. Qui a réuni les 3 choix. Déjà, ce n'est pas conforme à ce que dit la loi par rapport au vote manuel. On n'a pas eu suffisamment de moyens. Non, je ne veux... ok, ça c'est des justifications que peuvent donner les membres du bureau de la sortant, mais ils ont agi contrairement à ce que la loi dit. Et c'est les mesures d'application qui viennent parler de la machine à voter et de comment elle sera utilisée. Donc, ne serait-ce que pour cela, aujourd'hui, est-ce que les parties prenantes savent si en 2023,
ou avant 2023, au cas où on a les locales et autres, on ira avec la machine à voter. Si avec la machine à voter, doit-on considérer que c'est un vote électronique ou un vote manuel? Ça doit être clarifié dans la loi. Ouais, c'est parmi les choses qui nous fâchent aussi. La question de la transmission des données. Ah oui, parce qu'on était sur la machine à voter. Justement. Oui. Avant, aux précédentes élections, même s'il y a eu des choses à redire, parce qu'il y a des images, moi-même en tant qu'électeur bien sûr, et observateur en 2011, nous avons vu des bulletins de vote, des PV à la fictine, jetés à même le sol, qui trempaient dans l'eau de pluie. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu des données PV, des bureaux de vote et tout ça transmises à une cour ou à la Cour constitutionnelle. La Cour a tranché sur des données transmises par des clés USB, par des voies qui ne garantissent pas la transparence. Or, la loi elle-même dit, en cas de vote électronique, la commission ou le bureau doit prendre des mesures consensuelles qui puissent garantir la transparence dans la transmission des données. Donc, c'est davantage des questions qui appellent à de la responsabilité. Et cette responsabilité, c'est se mettre sur une table, autour d'une table, et de s'accorder sur les réformes à apporter pour que la loi soit potable et qu'elle soit appliquée sans qu'il n'y ait beaucoup de remous. Le nombre de tours, ça aussi, entre autres, le nombre de tours, surtout pour les présidentielles, oui. Il y a eu ce que l'on reproche encore, parce qu'aujourd'hui, le bureau semble faire de la désignation une priorité. Nous avons un entérinement de Ronsard Malonda. On est en 2020. 2023, c'est dans pas longtemps. Alors, prendre des réformes à la veille des élections n'a toujours pas arrangé les choses. Vous verrez que la question de seuil est apparue quelques temps avant les élections. Il fallait déjà faire un travail de sensibilisation pour que les candidats comprennent ce que c'est que le seuil et qu'ils adhèrent à la question du seuil. Pourquoi le seuil? Et la répartition des sièges est intervenue après combien de temps? Il y a des aspects, notamment l'affichage de listes électorales, des listes des électeurs. La loi dit que ça doit se faire 30 jours avant la fin de la campagne électorale. Mais nous savons quand est-ce que ces listes ont été affichées. Toutes ces choses, on pense qu'on doit les revisiter. Certaines choses doivent être assorties des sanctions pour que les autorités qui ont la responsabilité d'agir, de produire ou de poser ces actes, lorsqu'elles ne le posent pas à temps, soient sanctionnées pour renforcer le respect des textes. Pareil aussi pour les scrutins, comment les séparer? Est-ce qu'on continue à combiner des présidentielles jusqu'au local? Parce que finalement, il y a des votes qu'on ne fera toujours pas. Bon. Qui seront tout le temps annoncés, mais peut-être jamais réalisés à cette allure-ci. Oui, c'est déplorable. Nous, Ligue des électeurs, nous avons, au courant, je crois, de cette année ou de l'année passée, appelé le chef de l'État à tout faire en vue de permettre l'organisation des élections locales, celles qui n'ont pas été organisées. Nous avons connu déjà les deux précédentes élections dont les cycles ont été incomplets. Nous n'avons jamais, et même ça a été pire, en 2011, les députés provinciaux, puisque les élections provinciales n'avaient pas pu se tenir en 2011, ils sont restés 12 ans. C'est des choses que l'on doit arriver à clarifier, à trouver des mécanismes palliatifs dans la loi. Alors, si j'ai bien compris votre question, vous vouliez que nous puissions séparer ces trois scrutins que nous avons connus en décembre 2018 et voir si la loi ne peut pas prévoir une distance ou un intervalle entre ces scrutins-là. Oui, mais parce que les conséquences sont logiques. Vous avez vu, si pour cette fois-ci, si pour 2018, par exemple, les gens avaient d'abord voté que pour la présidentielle, ils se seraient rendus compte que
Ça devait avoir de l'implication sur la composition de la majorité à attribuer ou pas à un chef de l'État. Apparemment, c'est plus tard qu'on se ressaisira. Oui, mais c'est des choses chez nous ici, que l'on évite, pour que le vote ne soit pas dicté dans tel ou tel autre sens, pour que... dans les pays des fortes démocraties, c'est facile Parce que là, organiser. c'est pas jouer franche avec la population qui, à un moment, ne comprend pas tout. Oui, elle a été un peu abusée, parce que même la plupart des formations politiques ou regroupements dont on ne connaissait pas les véritables ramifications se sont avérés appartenir à tel courant que X électeurs n'auraient pas voté. Vous voyez, mais bon, c'est des choses qui doivent être réparées. Par exemple, ce que je viens de dire, des partis politiques qui naissent 6 mois, une année avant le dépôt des candidatures. Non, les électeurs doivent suffisamment connaître pour qui ils votent et pour quel objectif. Ça aussi, c'est duper l'électeur qui ne sait pas vraiment pour qui il vote. Pourquoi? Parce que bon, cette personne est apparue 6 mois avant le dépôt et a tenu un tel discours, mais en réalité, l'électeur n'a pas eu le temps de le juger par rapport à ce qu'il est durant les 5 années de ce quinquennat, par exemple. Donc il y a à boire et à manger, mais c'est vrai qu'à travers les réformes, on ne pourra pas tout résoudre. Donc il y a des questions essentielles. J'ai parlé là de la désignation, du processus de désignation. Il y a la machine à voter, il y a la question de la transmission des données et de la transparence dans le traitement des résultats. Toutes ces choses sont importantes, elles doivent absolument être renforcées. Et le rendez-vous, c'est pour juillet, c'est pour... Oui, là, je peux, en tant que membre de la Ligue des électeurs et membre de l'équipe de plaidoyer du consortium aussi. Bien sûr, il y a des porte-paroles attitrés du consortium. Vous aurez probablement l'occasion de les recevoir sur ce plateau, parce que ici, j'interviens plus en tant que secrétaire exécutif national de la Ligue des électeurs. Mais cela ne m'empêche de lancer cet appel aux parties prenantes de revenir au bon sens, de réfléchir. C'est vrai, on a jusqu'en septembre avant la prochaine session parlementaire, mais on peut réfléchir. Cela n'empêche que nous réfléchissions sur les réformes, et la majorité à l'Assemblée nationale et toutes ces personnes peuvent encore revenir au bon sens. Le bon sens, c'est de donner la priorité aux réformes électorales. Dernière question, à quoi serviront les conclusions ou les recommandations éventuelles du forum? Ces conclusions seront transmises aux parties prenantes, toutes, mais principalement à l'Assemblée nationale, aux députés, qui doivent s'en approprier pour continuer la réflexion dans les différentes commissions qui seront concernées en vue d'adopter ces réformes pour modifier, qui auront l'objectif de modifier le cadre juridique qui organise les élections, les textes électoraux. Est-ce qu'avec moi, on peut dire bonne chance à notre processus électoral? Nous aimerions qu'il y ait des changements, mais cela n'est pas que le seul combat de la Ligue des électeurs ou de la CIMOCEL ou des autres plateformes qui constituent le consortium. Il y va de l'intérêt de tout Congolais, parce que vous vous réveillez un matin pour aller voter, mais vous devez savoir pourquoi vous votez, qu'est-ce que vous votez, comment vous votez et qu'est-ce qu'on fait de votre vote. Donc ça demande l'implication de chacun d'entre nous pour garantir la crédibilité, la transparence et l'intégrité du processus électoral. Maître Patrick Tamboué, merci. Je vous remercie à vous aussi. C'est la fin de ce dossier de la rédaction. Nous espérons que vous avez eu assez d'éclairage sur les réformes électorales très déterminantes pour des élections libres, transparentes et démocratiques souhaitées en République démocratique du Congo. Merci, au revoir.